Et c'est cette mentalité francophone que vous êtes allé dire au président Paul Biya que non, si on envoie les gens là-bas en 24 heures, vous pouvez multiplier le nombre de 24 heures qui ont déjà eu lieu depuis 2016. Et maintenant, il n'y a pas que les civils qui meurent. Il y a aussi les membres de notre armée. L'armée n'est pas la propriété de Paul Biya, c'est la propriété de l'État du Cameroun. Le domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, Nganou, c'est sa formation de base. Vous croyez que Nganou quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. Mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. Vous ne connaissez pas la psychologie des anglophones. Pour quelqu'un qui a vécu avec les anglophones, il va vous dire que un anglophone peut vous obéir pendant très longtemps. Le jour où un anglophone vous dit non, ne le bousculez pas. Parce que là, il devient souvent totalement incontrôlable. Laissez-le se calmer, mais ne lui dites pas que on va te mettre au pas. C'est ce que vous avez pris l'habitude de faire aux francophones. D'ailleurs, aucun groupe francophone n'aurait pu résister comme ils vous le font voir là. Parce que chez vous, vous avez dit que dès que les gens font la grève de la faim, vous envoyez le billet contre des affamés et en 24 heures. Et c'est cette mentalité francophone que vous êtes allé dire au président Paul Biya que non, si on envoie les gens là-bas en 24 heures, vous pouvez multiplier le nombre de 24 heures qui ont déjà eu lieu depuis 2016. Et maintenant, il n'y a pas que les civils qui meurent. Il y a aussi les membres de notre armée. L'armée n'est pas la propriété de Paul Biya, c'est la propriété de l'État du Cameroun. Ces hommes de l'armée qui meurent également, ce sont nos fils. Vous pensez que les familles qui ont leurs membres de famille qui meurent là-bas pour une guerre inutile, elles se sentent bien? Très bien. Je voulais ajouter juste une chose. Il pense que la crise anglophone a pour cause, entre autres, une violation successive des accords de Fumban de 1961. Il peut être classé parmi les hauts fonctionnaires exemplaires au Cameroun. Aristide, bonjour. Bonjour, crise anglophone ou forfaiture francophone? Voilà une question qui devrait interpeller. Les causes lointaines de cette crise poussent à émettre ce type d'interrogation. Entre négociations sous forme de marché des dupes de l'unification, la conférence de toutes les frustrations à Fumban, le non-respect des accords de Fumban, la désillusion post-nuptiale, l'ol et divorce idéologique de 1972, le mirage de l'unification et la dualité de l'hymne national attestant de la cohabitation de deux entités distinctes, ce sont là autant d'éléments qui pourraient conforter l'idée d'une forfaiture francophone. Et même lorsqu'on revient sur les causes récentes de la crise anglophone, telles que les expropriations de 450 familles pour la construction de l'aéroport de Bamenda jusqu'ici non indemnisées, la gestion malheureuse de la catastrophe du lac Nyos, les espoirs fédéralistes déçus avec les changements de 1984 avec la République du Cameroun et le drapeau à une seule étoile. Même lorsqu'on revient sur ces autres causes de la crise anglophone, l'idée de la forfaiture francophone reste forte. À ces autres causes s'ajoute le management tatillon des revendications et autres frustrations, la gestion ratée du cycle infernal de la violence, l'instrumentalisation des chefs traditionnels et élites politiques, la calamiteuse gestion des marches des avocats et enseignants, la trop forte centralisation, le grand dialogue au foireux dans son organisation et dans des résolutions finales. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour émettre l'hypothèse d'une forfaiture de l'ogre dirigeant francophone. Un ogre dirigeant qui laisse l'impression que certains de ses cadres militaires et civils, les autorités locales et élites politiques trouvent leur compte dans la perpétuation de la crise anglophone puisqu'ils tentent d'occulter, d'ignorer, de négliger volontairement les origines de cette crise.
crise et la crise elle-même. Il se contente des citations à tout prix du chef de l'État dans le seul but de faire plaisir à Yaoundé. Pourtant, en situation chaotique, les discours publics doivent être véridiques. Ils se contentent seulement de leurs avantages du fameux article 2, dont le caractère évasif ouvre la porte à toutes les dérives qui auraient pu être atténuées au cas où on appliquait l'article 66 assorti des sanctions drastiques en cas de non-dénonciation, de fausses déclarations ou d'incapacité de justifier la possession d'un bien. Lorsque ces cadres de l'État et élites ne sont pas englués dans ces travers de rentabilisation des crises ou de préservation exclusive de leurs avantages indus, ils sont encastrés dans le tribalisme, le discours haineux, la stigmatisation et le chauvinisme criard. Ils passent leur temps à promouvoir la République des autochtones. Pourtant, nous sommes presque tous des déplacés internes s'il faille suivre leur logique. Ils oublient que chacun de nous est venu de quelque part et s'est installé ailleurs et doit se faire accepter et intégrer dans ce nouveau milieu d'adoption au prix de quelques concessions et du respect de certaines règles. Des dirigeants promoteurs des crises dont certains brillent par des excès de zèle, par l'incompétence, l'inaction ou l'inertie dans le seul but d'assouvir un sadisme, une vengeance souvent sans cause justifiée que l'on invente par la suite pour se donner bonne conscience. Maintenant, comment sortir de ce piège des dirigeants promoteurs des crises? Parmi les réponses pertinentes, on a la refonte de notre administration qui passe par la fabrique de ces élites dont les plus en vue sont les administrateurs civils. Généralement, ces cadres qui sont affectés au commandement préfectoral n'ont jamais appris ni à être autorité administrative, ni à gérer quoi que ce soit, ni à organiser les élections et encore moins à gérer le maintien de l'ordre. C'est pour cela que sur le terrain, la menace de l'ordre public devient leur gris-gris pour éviter d'avoir à gérer celui qui viendrait à être perturbé. Et le problème part même de leur école de formation, à savoir l'ENAM. Au Cameroun, l'administrateur civil est l'étudiant de l'ENAM le plus mal, pauvrement et insuffisamment formé. Il est le seul qui ne sait pas dans quelle administration il va travailler. Tout reste donc à réformer pour échapper à ce syndrome des cadres de l'État promoteur des multiples crises qui secouent notre pays. Tous ces riches développements ne sont pas de nous. Il s'agit d'une synthèse des réflexions d'un homme du terrain de l'administration civile qui est l'icône de ce vendredi. Son nom c'est Abaka Amat, administrateur civil principal de classe hors échelle, ancien gouverneur des régions, retraité, écrivain, essayiste, récipiendaire de la promotion 1983 de l'ENAM. Abaka Amat a été entre autres sous-préfet de Ngaoundal, gouverneur des provinces de l'Est et du Nord-Ouest et gouverneur des régions du Nord-Ouest et de la Damawa. Abaka Amat a à son actif plus de 12 publications parmi lesquelles l'audace d'être indifférent, ni courtisan ni flagorneur, l'envers du décor, un administrateur civil, sacrés incompétent, crise anglophone ou forfaiture francophone. Notre icône du jour, Abaka Amat, est né le 23 avril 1957 à Goulflé dans le département du Logon-et-Chari. Il est encore parmi nous et vit calmement sa retraite depuis 2015. Contrairement aux autres qui veulent seulement mourir aux affaires, malgré les signaux de détresse qu'émettent leur corps depuis fort longtemps, Abaka Amat a vite compris que la retraite n'est ni une sanction ni une fatalité. D'ailleurs, dans son livre intitulé Une seconde vie active, il invite les Camerounais à considérer la retraite comme une deuxième vie active qui doit être judicieusement vécue. Nous saluons ce matin les idées et la carrière de l'homme. Bon début de week-end à tous.